Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast dédié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous allons explorer les différents aspects de cet environnement mondial, ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la cinquième et ultime partie qui portera sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sont-ils vraiment écologiques ? Début de citation. Pour moi, ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un moteur pour accélérer la transition écologique. Il faut que ce soit spectaculaire, mais il faut que ce soit durable. Ces jeux, ils doivent être exemplaires sur le plan environnemental et sur le plan de l'inclusion. On va faire des jeux sobres, on va faire des jeux raisonnables. Fin de citation. Tout ceci sont des verbatims communicationnels donnés par les professionnels attelés aux Jeux Olympiques. On peut toujours y croire, comme on croit au Père Noël. Concernant l'impact environnemental, il suffit de se remémorer les quantités énormes de nourriture gaspillée lors des précédentes éditions. Les travaux scientifiques montrent que l'impact environnemental se traduit par des conséquences négatives lors de chaque événement sportif. Replanter quelques arbres à l'autre bout du monde ne parviendra pas à compenser concrètement l'impact que va avoir le déplacement de millions de personnes ou la construction de centaines d'infrastructures. Il faut arriver à saisir l'événement sportif dans toute sa complexité et dans l'intérêt qu'il peut avoir. Il s'agit bien d'une question qui dépasse le champ du sport, le champ des acteurs du sport, et qui devient une question profondément politique et collective. Peut-on s'en passer au regard de l'urgence climatique, ou au contraire, doit-on continuer ? Pour détourner les conséquences de l'impact climatique, la nécessité de communiquer sur l'héritage devient indispensable pour convaincre la population et garantir l'acceptabilité sociale de l'événement. Plus vous annoncez monts et merveilles, et plus vous risquez de vous mettre en difficulté au regard des attentes et des espérances suscitées. La plupart des Olympiades précédentes illustrent justement des effets plutôt mitigés, voire négatifs, sur les dimensions climatiques. Il devient compliqué de s'extraire des annonces proférées, avec la conséquence de perdre de l'acceptabilité sociale face aux effets négatifs que la communication n'arrive pas à cacher. Finalement, plus vous produisez des annonces sur les effets positifs, plus les populations considèrent que l'amoncellement de communiqués entretient le doute et conduit à la propagande. Ce que l'on observe actuellement autour des arguments relatifs aux retombées ou à l'atavisme des grands événements sportifs illustre bien le piège de la rhétorique de l'héritage. Le comité d'organisation de Paris 2024 tenta de mettre en œuvre une démarche climatique qui visait à rendre les Jeux plus écologiques, fondée sur une stratégie de communication proche de la propagande. Ce schéma suscita des questions centrales au regard qu'aucun jeu olympique ne peut être organisé de manière conforme aux objectifs de l'accord de Paris défini lors de la COP21 en 2015. L'objectif climatique de Paris 2024, qui consiste à réduire l'impact écologique de l'événement, ne répond à des pratiques de transparence. Quels que soient les objectifs et leur mise en œuvre dans les différents secteurs concernés, comme la construction, les approvisionnements divers, les transports et la consommation d'énergie, l'absence de méthodologie détaillée de suivi complet ne font pas l'objet de transparence. Seule une communication explicite des méthodes, des critères de durabilité, de validation et un suivi de la réalisation des processus permettra de garantir la conformité avec les objectifs climatiques. La difficulté devient évidente lorsqu'il faut conclure au fait que les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront particulièrement respectueux de l'environnement. La question devient suffisamment complexe au regard des limites planétaires pour décrypter les enjeux climatiques sur la biodiversité afin de les comprendre dans une logique de vulgarisation et de donner des clés de lecture au plus grand nombre. En fait, l'intérêt porté à l'impact environnemental des Jeux Olympiques Paris 2024 part de la considération suivante. La stratégie présentée montrait de nombreuses facettes difficiles à comprendre et qui méritaient un éclairage, un décryptage pour que tous les citoyens puissent comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de cette stratégie climat. Il s'agit simplement de décoder le contenu public mis à disposition et d'en proposer une analyse critique. Le projet de candidature annonçait une ambition climatique et environnementale assez forte, assez présomptueuse. En fait, un certain nombre d'actions significatives au regard de ce qui se faisait dans les éditions précédentes comportaient des objectifs, notamment leur allégation phare, celle de la réduction de 50% des émissions totales de l'événement comparé aux jeux précédents. D'emblée, l'annonce portait sur la maîtrise de l'empreinte carbone, inférieure à 1,5 million de tonnes de CO2 équivalent, dans l'optique de montrer la volonté de contrôler par l'anticipation l'impact environnemental et de ne pas le subir a posteriori. La manière dont il souhaitait parvenir à cette diminution de 50% des émissions par rapport aux éditions précédentes incluait un certain nombre d'objectifs très concrets, très opérationnels,
comme par exemple la promesse de se reposer à 95% sur des infrastructures existantes ou temporaires. Un autre engagement fut celui de réduire de 50% l'empreinte carbone sur les repas donnés sur place. Concernant les mobilités, il y avait le souhait de faire en sorte que toutes les infrastructures soient accessibles en transport en commun. Tout ceci illustrait les grandes ambitions environnementales que l'organisation des Jeux s'était fixées. Leur aspiration se présentait comme plus ou moins crédible en fonction des projets et de leur mise en œuvre. Elle dépendra de ce qui sera concrètement appliqué lors de l'événement lui-même. Quant à la promesse de réduire l'empreinte carbone et de respecter le budget de 1,5 million de tonnes de CO2, elle ne pourrait le vérifier qu'à posteriori. Dans ce 1,5 million de tonnes de CO2, un tiers va être lié à la construction, un tiers attaché aux opérations, comme le transport sur place, les repas ou encore les hébergements, et un tiers dévolu au déplacement. Un aspect cependant n'était pas du tout abordé dans cette ambition et dans le plan d'action. Il s'agissait du facteur relatif au transport des spectateurs à longue distance. Malgré le fait que cela représentait un tiers de l'empreinte carbone totale, il n'existait pas de mesures concrètes pour essayer de maîtriser cet enjeu climatique à la vue du nombre de spectateurs qui viendraient de très loin. Mais que signifient des Jeux à contribution positive pour le climat ? Le monde entier nous regardera lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Notre ville en sortira grandie, plus belle, plus verte, plus accueillante, plus agréable encore, plus respirable. Ce sont des mots de la mairie de Paris. En clair, cela signifie que les Jeux vont acheter autant, voire plus de crédits de consommation carbone que ce qu'ils vont émettre, c'est-à-dire plus de 1,5 million de crédits carbone. Acheter un crédit carbone veut dire payer quelqu'un, donc un porteur de projet pour mener à bien avec un objectif de réduction d'émissions ou d'évitement d'émissions ou encore de séquestration de carbone. Explicitement, c'est enlever le CO2 de l'atmosphère en achetant un crédit carbone. Il s'agit de déclencher un programme grâce à un financement privé. Une opération de compensation carbone destinée à réduire les émissions consiste à financer une initiative prévue pour limiter la déforestation par les communautés qui pourront utiliser des fours solaires, des foyers de cuisson améliorés, nécessitant une moindre consommation de bois. Un autre type de crédit de compensation carbone peut contribuer à installer des infrastructures d'énergie renouvelable dans des pays très carbonés et qui contribueront à la réduction des émissions dans un pays. Dans ce qui est communiqué, la mobilisation de l'outil de compensation carbone par JO 2024 sert à démontrer une contribution positive des Jeux. Cependant, lorsqu'ils annoncent des Jeux à contribution positive, l'idée sous-jacente était de dire, je cite, « Je vais acheter plus de crédits carbone que je vais avoir d'émissions sur mon propre événement, soit 1,5 million de tonnes de CO2. Autrement dit, j'achète plus de 1,5 million de tonnes de crédits carbone et j'organise des Jeux à contribution positive. » Fin de citation. D'un côté, on pourrait dire qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, puisque bénéficier de financements privés planifiés pour des projets de réduction d'émissions de carbone pourrait en avoir un impact réel. Cependant, il existe des scandales, puisqu'on peut montrer qu'un certain nombre de projets de crédit n'aboutissent absolument pas à une réelle réduction des émissions ou à un réel impact environnemental. Cependant, l'ambiguïté commence lorsqu'il y a une communication qui porte sur l'absence d'impact, voire pire, sur un impact positif. Cela demeure une allégation mensongère et laisse entendre qu'il existerait un impact positif. En gros, l'on se trouverait bien mieux loti sur la planète si on organisait des Jeux Olympiques en 2024 ou bien plus tard, puisqu'étant réalisés à contribution positive. L'allégation de contribution positive pour le climat, ainsi que la neutralité carbone, furent abandonnées, suite aux critiques de certaines instances, notamment l'ADEME. En 2021, celle-ci a produit un avis sur la neutralité carbone. Essentiellement, ce qu'il montre de ce document justifie que les seuls espaces qui peuvent éventuellement être neutres en carbone sont la planète elle-même ou à la rigueur les États. Mais pour tout ce qui concerne les entreprises, les produits, les services, les événements, il refusait de communiquer sur la notion de neutralité carbone. Si l'on prend les définitions classiques d'un événement neutre carbone, cela conduit de manière un peu réductrice à expliquer qu'il faut autant d'émissions que de crédits carbone à acheter. Acheter et dire cela montre que, mentalement, on pense qu'il existe une équivalence parfaite entre une réduction d'émissions chez soi et l'achat d'un crédit pour des projets externes. Ainsi, on introduit une sorte de biais cognitif, puisqu'à quoi bon réduire notre empreinte si on peut faire un gros chèque et acheter des crédits carbone, qui annulent alors notre prétendue empreinte. La manière dont on devrait prendre la décision d'achat de crédit carbone conduirait à dire « Voilà mes émissions de 1,5 million de tonnes de CO2,
Ensuite, je me fixe un prix du carbone que je considère être suffisamment élevé par rapport à l'objectif de l'accord de Paris. Ce prix oscille, selon les différentes sources, entre 50 € et 100 € la tonne d'ici à 2030, selon le rapport du GIEC. Connaissant mon empreinte et mon budget, j'en déduis un budget financier que je dois donner sous forme de contribution à des projets à impact climat positif. Si on applique le raisonnement au JE 2024, on se rend compte que le budget financier que l'organisation alloue à la compensation ou à la contribution est faible, de l'ordre de 15 millions d'euros, alors qu'ils doivent compenser 1,5 million de tonnes CO2, soit en moyenne 10 € la tonne. On voit bien là que l'ambition se voit fortement réduite, très loin des 50 € à 100 € la tonne préconisée par le GIEC, comme prix du carbone, comme signal carbone, cohérent avec l'objectif de 1,5 degré à l'horizon 2030. En résumé, la notion de compensation carbone par l'achat de crédit ne pourra jamais effacer les émissions totales des Jeux Olympiques 2024. L'accord de Paris, difficile à atteindre, tellement ambitieux, ne laisse que peu de choix pour tous et tous de réduire au maximum nos émissions et se placer sur une trajectoire de réduction compatible avec le 1,5 degré. L'achat de crédit carbone ne peut être vu que comme un outil complémentaire qui ne pourra absolument jamais être mis sur le même plan que de la maîtrise de notre empreinte carbone. Aujourd'hui, si on voulait compenser la totalité de nos émissions, il faudrait 5 planètes en termes de surface de forêt. Le gros désavantage des forêts témoigne d'une incapacité des arbres à atteindre le ciel. Comme toute chose sur Terre, on bénéficie de ressources limitées dans un monde fini. La finitude s'applique aussi à nos solutions pour le climat, et notamment à la croissance des arbres ou à l'agriculture régénérative. Certes, on doit pousser au maximum le levier de l'agriculture et de la forêt régénérative, mais il existe une limite qui se situe aux alentours de 4 milliards de tonnes de CO2 de séquestration par an, soit le maximum possible. Or, aujourd'hui, on émet 35 milliards de tonnes par an, et on voit bien que l'on se situe sur un tout ordre de grandeur. Ce qui implique qu'il faille absolument réduire nos émissions et se demander dans tout ce qui nous entoure, produits, objets, services, mais aussi événements, infrastructures, dans tout notre système, ce qui devient essentiel pour les populations ou ce qui paraît superflu. La vraie question ne provient pas du fait de savoir si une Coupe du Monde et les Jeux Olympiques peuvent encore exister, mais en revanche, est-ce que des événements de cette ampleur peuvent encore exister dans un monde bas carbone ? On peut se dire que de tout temps, il a existé des grandes compétitions sportives. Cependant, la majorité des personnes intéressées pour suivre les Jeux Olympiques ou les autres grands événements sportifs la regardent sur les médias audiovisuels et cela ne pose de problème à quiconque. On peut imaginer garder la notion d'événement fédérateur et collectif, qui apporte une joie et un plaisir partagé, tout en s'attaquant au cœur du problème, que présente évidemment la taille et l'ampleur des événements. Si on devait réellement élaborer des Jeux Olympiques ou des grands événements sportifs qui soient compatibles avec les limites planétaires, la première chose de laquelle s'appliquer passerait par la taille de ces événements. Pour les Jeux Olympiques 2024, le seul nombre de spectateurs attendus contribue à 1/3 des 1,5 million de tonnes du total des émissions de carbone prévues, spécifiquement les déplacements de longue distance. On peut concevoir des événements fédérateurs sans forcément faire venir des 4 coins du monde des spectateurs pour assister aux compétitions. Si on devait tracer les grandes lignes d'un événement sportif de niveau, en respect avec les limites planétaires, on peut s'appuyer sur une étude produite par l'équipe de Martin Müller, professeur à l'Institut de géographie et durabilité de Lausanne, publiée dans Nature Sustainability en 2021, qui cite 3 grands axes d'action pour rendre les Jeux Olympiques plus durables. Le premier levier conduirait à réduire drastiquement la taille de l'événement et de faire en sorte que celui-ci soit vu par beaucoup de personnes, uniquement de manière télévisuelle ou numérique. Il constitue le levier le plus déterminant, le plus structurant pour l'impact carbone et plus largement pour les conséquences environnementales, puisque cela représente le point de départ pour le noyau de l'organisation. À l'évidence, on ne penserait pas de la même manière les infrastructures d'accueil, on n'imaginerait pas de la même façon les déplacements sur place, ni le nombre de repas distribués, si l'on a à faire face à des millions de spectateurs ou seulement à quelques milliers. Évidemment, on n'emprunterait pas des déplacements longue distance avec l'avion, totalement incompatible avec une démarche de durabilité. Seules les quelques personnes qui pourraient éventuellement participer physiquement aux événements seraient des individus de zone locale, ou ceux qui bénéficieraient de transports en commun accessibles et décarbonés, comme le train. Un autre levier, cité par l'étude de Martin Müller, consiste à faire en sorte que présentement, les Jeux Olympiques s'organiseraient dans seulement 2 ou 3 villes qui hébergeraient les Jeux de manière tournante, tous les 4 ans. Ainsi, cela permettrait de mutualiser les infrastructures et de ne pas avoir à reconstruire en permanence et réinventer de nouvelles solutions. Cela offrirait la possibilité de renforcer la notion de capitalisation par l'expérience de manière très forte et pourrait être appliquée dans le cadre de Jeux Olympiques alternés sur 2 ou 3 sites. La troisième mesure proposée par l'équipe de Martin Müller impliquerait que l'organisation des Jeux Olympiques, et notamment sur l'aspect environnemental, soit confiée à une instance indépendante et contraignante,
qui poserait les règles strictes et les contrôles nécessaires pour l'organisation de l'ensemble des événements de cette ampleur-là. Ces 3 leviers pourraient a priori dessiner un horizon désirable pour l'organisation d'événements de grande ampleur. On garderait l'essentiel du plaisir et de la fête. On aurait toujours les athlètes qui participeraient dans leur sport et on partagerait toujours une joie collective. Synchroniquement, on supprimerait tous les côtés inutiles. On couperait dans le superflu au profit d'un accès plus démocratique, plus horizontal pour une nouvelle vision de durabilité des Jeux Olympiques ou pour les grands événements sportifs. Je pense avoir montré la complexité de cette thématique, souvent ramenée à quelque chose d'extrêmement simpliste et d'extrêmement basique par les organisateurs, les soi-disant experts et par les médias.